Alors l'objectif de cette table ronde, c'est de voir un peu les deux mondes, comment ça converge, les deux mondes technologiques. Donc on a le monde de la cybersécurité et le monde de l'intelligence artificielle qui a été évoqué à l'instant. Quels sont les enjeux et les tendances sur son usage, tant sur le volet attaque, donc cyberattaque, que sur le volet cyberdéfense. Et pour cela, donc j'ai le plaisir d'accueillir, donc je suis désolé, je le fais dans l'ordre, Jean-Yves Marion, directeur du laboratoire Lauria, donc le laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications. C'est une unité mixte de recherche entre le CNRS, l'INRIA et l'Université de Lorraine. Jean-Yves Marion donc, est enseignant à l'École des mines de Nancy. Il est responsable du projet DEFMAL, qui est un projet financé dans le cadre de PEPR France Relance 2030, exactement. J'ai aussi le plaisir d'accueillir donc Alain Bouquillot, donc cybersécurité business developer chez SPI. SPI, je rappelle, c'est aussi un des partenaires de la conférence Aquitaine. Donc SPI a vocation d'accompagner la transformation des entreprises vers le monde numérique et s'engage vers un numérique plus sobre, éthique et inclusif. Jean-Noël Bartas, donc responsable du département algorithmique et données du CATI. Le CATI, donc, c'est un CRT, donc c'est un centre de recherche de ressources technologiques dont les collaborateurs sont issus du monde industriel, mais aussi du monde de la recherche. Alors, le département algorithmique et données mène des activités autour de l'apprentissage à zéro. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Gestion de l'IA pour la cyber, donc principalement le code pour sécuriser l'électronique et l'IoT. Développement de systèmes d'IA fiables et aussi construction de solutions IoT. Et sans oublier donc, le général Perrault donc, qui nous a fait le plaisir d'ouvrir cette table ronde par le keynote. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, donc les LLM, l'IA générative, ChatGPT, Llama. Ma première question va vers Jean-Noël. Est-ce que tu peux un peu nous rappeler donc, la jeunesse de ces technologies, comment ça fonctionne? Est-ce que vraiment donc, c'est des systèmes qui fonctionnent, qui pensent comme un humain, ou c'est un gros mot, penser, c'est un gros mot? Non, alors, il n'y a aucune intelligence là-dedans. Je pense que ça a été largement dit, répandu. Et ça a été aussi très bien introduit en termes de jeunesse par l'intervention précédente. Effectivement, je pourrais juste citer en termes de vulgarisation. Il n'y a pas de micro ? Oui, parle plus fort. Parle plus fort. Oui, en termes de communication, par exemple, il y a eu la lumière qui a été faite avec du ChatGPT en fin d'année 2022. Mais tout ça, c'est issu de beaucoup de travaux précédents. Ça a été évoqué par la keynote précédente, mais on pouvait aussi le trouver sur Science Étonnante. C'est très bien décrit. Effectivement, à l'origine, il y a la notion de transformers. Après, il y a l'étape suivante pour dire comment le GPT, le Generative Pre-trained Transformers. Et après, du coup, l'initiative d'OpenAI de le proposer en termes de bots, d'agents conversationnels, et qui a fait du coup mise en lumière. Et c'est aussi très intéressant pour nous parce que ça rend les choses populaires et ça montre effectivement que derrière l'IA générative, il y a surtout de l'IA. Mais dans la réalité aujourd'hui, ça couvre une toute petite partie des activités qu'on a autour de l'IA. On est autour d'une dizaine de pourcents, donc certes c'est très important. Il y a ce fameux train qu'on est obligé de suivre et de prendre, mais autour de l'IA, il y a plein d'autres choses qui existent. La computer vision, les contrôles qualité, ça existe depuis très longtemps, ça nous aide dans le quotidien. Et puis ça a été évoqué aussi en termes de cybersécurité, la résistance par rapport à des attaques. Ça commence déjà par la défense. Donc sur typiquement de la conception security by design, tel qu'on peut le faire au niveau des cartes électroniques, au plus bas niveau. Et après, que ce soit dans des systèmes qui soient du coup maîtrisés et sur lesquels on arrive à mieux gérer les attaques potentielles. Ça a été évoqué, les notions de bruit qui vont faire qu'on va perturber une IA et derrière, on pourra en parler peut-être après, mais qu'est-ce qu'on fait pour travailler sur l'explicabilité, ces choses-là, quoi. Okay. Comment ça fonctionne réellement ces systèmes? Donc, j'imagine qu'il y a plusieurs phases. Donc, on a parlé donc, de réseaux de transformeurs, de réseaux d'intention. Donc, il y a une phase d'apprentissage à partir d'un corpus de données très vaste. On parle de combien de quantité de données pour permettre... Il y a plusieurs approches là-dessus. On peut effectivement s'entraîner avec des très larges volumes de données.
Nous-mêmes, on se concentre principalement au CATI sur les choses qui se font en français. En français, ok. Parce qu'effectivement, à l'échelle de nos équipes, on a une douzaine de personnes. Dans le monde, ce qui se fait en anglais, ça bouge toutes les semaines. En français, on s'est amusé et on travaille sur de la spécialisation de modèles de langage autour des thèmes. Justement, la spécialisation du modèle, le fine-tuning qui a été évoqué tout à l'heure, est-ce que ça nécessite d'avoir un retour de l'expert? Donc, on parle de human feedback. Donc, comment l'utilisateur... Donc, on parlait de plusieurs personnes en Inde qui a entraîné le modèle GPT pour dire oui, ça c'est un chat, ça c'est pas un chat. Oui, il y a ce renforcement qui existe. Il y a aussi ce qui a pu être évoqué, les conditions acceptables pour faire l'entraînement. Typiquement, si on a un corpus d'images, combien d'utilisateurs pourra labelliser d'images? 30 000 images, c'est idéal pour un algorithme, mais pour un humain, vaut mieux qu'il se limite à 2000 et voir sur des éléments encore plus petits. Donc il y a aussi ce côté frugal, le côté acceptable, tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Très bien. Mon général, donc, en termes de souveraineté, vous avez évoqué que le modèle ouvert, open source, soi-disant, ne sont pas vraiment souverains. On ne peut pas les contrôler. Le modèle Llama 2, Llama 3 bientôt, est-ce que c'est... On est sur les mêmes performances que GPT-4 ou en deçà? Oui, enfin, nous, en tout cas, à notre niveau, pour nous, on est à peu près au même niveau de performance. Après, pour des experts, ils vont dire tel système est plus performant. Mais pour l'utilisateur moyen, c'est un niveau de performance tout à fait satisfaisant. Mais effectivement, après, l'enjeu, c'est jusqu'où on utilise ces systèmes-là et à quand notre propre système. Parce qu'effectivement, je crois que les LLM, c'est important, mais... À un moment, ce qui va peut-être se passer, c'est qu'on va se poser aussi la question de l'environnement. Parce que les LLM, c'est extrêmement consommateur. Donc aujourd'hui, il y a un engouement terrible pour les larges modèles de langage. La question, c'est les SLM, les Small Language Models. Et je pense que la recherche travaille sur ces sujets-là. Et moi, ça m'intéresse. Comment compresser le modèle? Voilà. Et ces travaux-là m'intéressent parce que ce sera sociétalement beaucoup plus acceptable une fois qu'on aura passé la vague du tout IA générative qu'on ne comprend pas très bien ce que c'est et que c'est du LLM. Grâce à la recherche, on arrivera à se concentrer sur quelque chose qui est plutôt plus rationnel. Et ça peut être intéressant de travailler avec eux parce que le niveau de performance des grands modèles de langage, il est à peu près similaire. Moi, et après, je libère la parole, mais j'ai beaucoup aimé l'intervention d'Elon Musk il y a 6 mois, qui avait besoin de 6 mois pour rattraper le retard pris sur OpenAI, qui nous a dit surtout n'avancez plus sur ce domaine-là, comme ça, lui, il peut continuer à avancer. Et l'Europe est tombée dedans, c'est-à-dire que les Italiens ont interdit. Je crois qu'il ne faut surtout pas interdire ces systèmes-là. Enfin, il y a la jeune génération devant nous, ils vont l'utiliser. Donc, par contre, ce qu'il faut, nous, notre responsabilité, qui avons des cheveux un peu plus gris, c'est de se poser la question environnementale, c'est de se poser la question de la confidentialité, le référencement des sources et tous ces sujets-là. Très bien, donc je vais m'orienter vers le monde de la recherche, justement, avec la présence de Jean-Yves Marion. Alors, l'IA est devenue donc une nouvelle arme pour les attaquants, donc on va prendre le volet attaque. Et si on essaye de mapper l'usage de l'IA pour l'attaque, on mappe ça sur la matrice d'attaque, la kill chain. On connaît tous la kill chain de Mitre attaque, donc avec les différentes phases. Est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les différentes phases ou quelles sont les différentes interventions de l'IA dans les différentes phases d'attaquant? Oui, bonjour à tous. Je ne vais pas te faire répondre à la question tout de suite. Je vais d'abord répondre à Patrick Péot au général. Je suis absolument d'accord avec lui. Je veux dire, c'est pas parce qu'avec un marteau, on peut se blesser qu'on va interdire tous les marteaux, parce qu'on ne pourra plus jamais mettre de clous sur un mur, quoi. Il faut être un tout petit peu sérieux. Par contre, il faut comprendre comment ça marche. Il faut effectivement démystifier. Il n'y a rien de plus bête qu'une IA, quoi. Je veux dire, vous lui montrez 2 chats, il ne sait toujours pas reconnaître un chat, alors que n'importe quel enfant, au bout de 2 chats, sait voir que c'est bien un chat, quoi. Néanmoins, c'est quand même extrêmement troublant. Et là, comme j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'élèves de l'école ou d'étudiants de l'Université de Bordeaux. Moi, je commence à avoir des cheveux blancs, mais si on se rappelle le test de Turing dans les années 50, n'importe quel IA, ChatGPT, passe le test de Turing, mais franchement, haut la main. Et ça dépasse largement l'exemple du Go ou des échecs. Et c'était un test d'intelligence. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Bon, néanmoins, il faut aussi revenir les pieds sur terre. Alors, maintenant, je suis censé répondre à la question. Alors, je vais le faire parce que je suis un gentil invité. L'IA pour l'attaque.
Alors, je veux dire que l'IA pour l'attaque, c'est pratiquement la même que l'IA pour la défense. On partage les mêmes connaissances, on partage les mêmes technologies et les mêmes avancées. Et je suis aussi d'accord avec le général Perrault. On est capable d'aller aussi vite que les attaquants, voire plus vite. Alors, quels sont-ils ? En fait, il y a un grand domaine qui est l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est ce qui permet de faire des fraudes. Le président de région en a cité une avec une fraude au président, si j'ai bien compris. Alors évidemment, quand vous avez de l'IA générative et l'équivalent de ChatGPT, vous imaginez très rapidement, il ne faut pas avoir beaucoup d'imagination sur ce coup-là, hein, comment on peut l'utiliser de telle manière à avoir un dialogue avec quelqu'un. Je ne sais pas, moi, je vais avoir un dialogue avec le président de région par mail, par WhatsApp. Et puis, mais c'est pas moi, c'est un avatar, c'est ChatGPT qui va essayer de le manipuler, de le hacker de telle manière à ce qu'il commette une erreur, qu'il donne une information qu'il ne doit pas délivrer, un mot de passe, un secret, quelque chose. Et puis on va jouer évidemment sur toutes les tendances de l'homme, toutes les faiblesses de l'homme. Et vous voyez qu'avec l'IA générative, on peut multiplier ce genre d'attaque. Et alors j'ai lu récemment, mais ce chiffre doit être confirmé parce que c'est une société privée qui le donne, que le nombre de phishing avait augmenté de 1000% cette année. 1000%. Et du phishing bien fait, c'est pas avec des fautes d'orthographe. Alors en plus, c'est la suite de mon discours, c'est pas du phishing à l'ancienne, hein, c'est vraiment du phishing qui est bien fait, sans faute d'orthographe et qui peut surtout être personnalisé. Hein, c'est ce qu'on appelle les Business Email Compromission, BEC, pour ceux qui connaissent un tout petit peu. Donc voilà un premier aspect de la réponse. Un deuxième aspect de la réponse, c'est pour aller un tout petit peu plus loin sur un sujet qu'on n'a pas vraiment encore abordé, c'est tout ce qui est utilisation de l'IA pour la désinformation. Alors, on n'est pas vraiment dans la cyberattaque, cybersécurité, mais on est franchement très 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 connexe. On a à peu près la même chose. Les fermes de trolls, les fermes de tweets sans arrêt, donc... Toute forme de désinformation, ça peut être une désinformation ciblée sur une personne pour d'eux-mêmes qui commettent une erreur ou qui fassent une faute, ça peut être une désinformation beaucoup plus large. On a vu les exemples d'effacement de sites web dans un exposé tout au début du CSIRT Aquitaine. On peut faire plein de manipulations possibles. Et enfin, mais là, on comprend vite l'attaquant. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces outils d'IA ? Il va faire comme tout élève d'école ou tout étudiant qui va utiliser l'IA pour générer du code. Hein. Vous utilisez sûrement tous Copilot si vous utilisez GitHub. Un attaquant va faire la même chose. Il aura peut-être un copilote peut-être un peu spécialisé et il doit en exister, il en existe, mais c'est tout. Pareil, eu égard à la complexité, par exemple, de trouver une vulnérabilité et de l'exploiter. Généralement, ce n'est pas une vulnérabilité, mais c'est une chaîne de vulnérabilité. Que va faire un attaquant ? Il va développer ses propres outils d'IA, souvent, parce que les attaquants sont intelligents, en se reposant sur des outils qui existent. Et si vous faites une recherche sur votre moteur de recherche préféré, vous verrez qu'aujourd'hui, rien que sur ChatGPT, je pense qu'il y a au moins une 50aine d'outils qui sont construits dessus, qui permettent d'interroger directement sur certaines thématiques très précises de cybersécurité. Vous allez trouver CyberGPT, vous allez trouver des choses, alors c'est plutôt du côté des défenseurs, hein, mais également sur tout ce qui est suivi des criminels, comment trouver une vulnérabilité, quelles sont les dernières vulnérabilités, etc. Si vous êtes attaquant, vous pouvez utiliser exactement la même chose ou développer des outils similaires. Donc on arrive à générer du code malveillant, des charges utiles malveillantes avec de l'IA générative en ce moment. Est-ce que c'est des pratiques que vous avez vues peut-être, ou on l'a observé récemment par exemple, il suffit d'avoir des minutes pour générer du code malveillant, une charge malveillante avec GPT. Oui, alors je ne devrais pas le dire parce que certains vont se jeter dessus. Il y a WormGPT qui vous permet de créer des malwares. Vous étiez au courant ? Qui permet de créer des malwares, de créer des campagnes de phishing. Donc c'est du GPT dédié aux criminels. Maintenant, donc, si je me retourne vers Alain Bouquillot, donc son usage en entreprise. Donc quel est l'usage de l'IA généralement dans l'entreprise ?
quelle est l'expérience de SPI dans la détection des signaux faibles, du comportement peut-être malveillant, des flux malveillants que vous avez observés? Alors chez nous, SPI, pour la partie CS, filiale du groupe SPI, nous sommes spécialisés donc dans la protection du numérique et qu'à ce titre, je vais énoncer juste 2 cas d'usage. Le tout premier, c'est nous sommes utilisateurs de l'IA, utilisateurs pour des services que l'on rend à nos clients d'un SOC, sur lequel on s'appuie sur des plateformes cloud qui augmentent la capacité à nos analystes à détecter, ce que vous avez dit en général, le point d'inflexion entre les faux positifs et les vraies attaques. C'est extrêmement important puisqu'on ne parle plus d'attaque ou de la prendre au bon moment, c'est surtout une course-poursuite parce qu'on est bien entendu visité par des systèmes experts qui sont de plus en plus performants. Et comme c'est des analyses comportementales qui nous alertent en termes de faux positifs ou de réelles attaques, nous nous sommes dotés, on travaille avec Tetris, avec une solution en XDR plateforme qui a la chance d'embarquer de l'intelligence artificielle qui nous permet d'augmenter le métier de nos analystes au quotidien pour répondre le plus vite possible et pour discerner très rapidement l'attaque. Ça, c'est du quotidien. L'analyste augmentée par l'IA. Par l'IA. Okay. C'est du CTI, voire du SOAR derrière, mais c'est surtout le moteur qui est privilégié. La deuxième expérience cas d'usage que je voulais vous citer, c'est qu'en tant que gros acteur sur l'électricité, on est bien entendu extrêmement sollicité par rapport à tout ce qui est innovation sur l'IA et notre implication. Nous nous sommes inscrits, nous, entreprises, sur une chaire universitaire, elle est à Lyon, à l'INSA, où on a développé, non pas sur le génératif, parce que beaucoup de monde sont sur le génératif, mais sur le prédictif. C'est une autre partie de l'IA, très en amont, qui permet de se préparer à des attaques très intelligentes, avec un système expert, avec toutes les règlements, les usages de l'algorithmique mathématique pour se mettre en avant. L'idée est de définir un système prédictif, préventif, qui nous permette de bien comprendre la gestion des big data et qui amènera les futurs attaquants à en profiter, parce qu'ils l'auront compris peut-être avant nous. Donc, vous disiez qu'il était essentiel que l'on soit en avance de phase par rapport à ce qui se passe. C'est exactement ce que nous proposons. Nous sommes inscrits dans une chaire. D'ailleurs, moi, j'en profite pour faire un peu de pub. Si vous, école, vous voulez participer et vous associer à l'INSA, c'est tout à fait envisageable et on serait capable, je pense, de se mettre en relation pour créer un département de recherche. Ce sont des théseux, certes, sur de l'IA, mais c'est doctorants aussi. Et ça permettra d'avancer énormément. Alors, nos travaux, pour faire simple, je ne vais pas prendre trop de temps, c'est sur du NDR, c'est-à-dire c'est de l'analyse de tous les... Ça se passe en milieu hospitalier aujourd'hui d'une façon applicative. On analyse tous les flux dans l'hôpital et à partir de cette analyse et de l'expertise IA que l'on développe, ça nous permet de comprendre exactement qui fait quoi et avec quoi dans l'hôpital, de sorte à découvrir les failles pour du phishing, les failles pour du vol d'identité, des failles que l'on retrouvera généralement parfaitement définies dans MitraTac. Très bien, merci beaucoup. Je me retourne vers toi, Jean-Yves. En termes de défense, l'analyse et la réponse automatique aux incidents avec l'IA. Donc je sais que tu es un grand spécialiste dans l'analyse de malware. Est-ce que tu peux nous dire un peu un mot sur comment l'IA est utilisée, aussi bien dans la réponse incident que l'analyse de malware? Alors, du côté de la défense, donc normalement du côté des gentils, des forces claires. Alors, je vais juste reprendre, mais je vais définir l'IA légèrement différemment, de manière peut-être plus simple finalement. En fait, on utilise 2 types d'IA actuellement. C'est soit de l'IA générative, on en a pas mal parlé, ChatGPT pour faire simple, il y en a bien d'autres. Et il y a de l'IA qui va classifier, faire du clustering. Et à partir de là, on va pouvoir faire des outils de prédiction, des outils de classification, d'analyse, etc. Évidemment, si vous avez ces 2 outils-là, vous pouvez les combiner dans un sens ou dans un autre. Et ça vous fait toute une série d'autres outils. Mais c'est à peu près l'idée. Et une fois que vous avez ça en tête, tout ce que je veux dire tombe aussi c'est juste les conséquences. Alors, si on part à un niveau relativement bas, et puis je vais monter, donc à partir de ces 2 outils, je vais passer au niveau bas du système, et puis on va grimper de plus en plus au niveau haut, au niveau des organisations.
Si on est au niveau relativement bas, on va dire par exemple au niveau de l'analyse des programmes malveillants, des malwares, des rançongiciels, etc., bien sûr, l'IA en termes d'outils de classification va permettre de classifier les applications qui vont tourner ou les processus qui vont tourner sur un système et dire ça c'est bienveillant, ça c'est malveillant, ça je ne sais pas trop, on est dans une zone grise, il faut peut-être appeler un humain pour regarder ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. Alors, il y a des défauts à la cuirasse. Hein. Comme toute cuirasse, je veux dire, il n'y a pas de perfection et on en reparlera, je pense, un peu plus tard. C'est un sujet sur lequel, les sujets d'attaque que je n'ai pas évoqué tout à l'heure. Alors, il y a ça, bien sûr, il y a aussi au niveau des logs. Ça, c'est ce qui vient d'être dit. La corrélation des logs. La corrélation des logs. Alors, des logs, il y en a dans tous les sens dans un système. Il y a les logs, bien sûr, les logs système, les logs réseau, les logs d'usage qu'il ne faut pas oublier. Et tout ça, évidemment, on peut essayer de faire des corrélations, de la classification, etc. Et là, encore une fois, l'IA est relativement efficace, modulo le fait qu'il faut l'entraîner correctement, donc avec des corpus qui sont bien faits. Et toujours pareil, il y a le problème des exemples adverses sur lesquels on pourra éventuellement rediscuter. Et puis si on va un tout petit peu plus loin, et là on va voir l'intérêt aussi de l'IA générative, parce que j'étais juste dans le clustering, la classification, c'est tout ce qui est aide à, on va dire, typiquement à un RSSI pour savoir si son système, l'architecture de son système complète répond à certaines spécifications de cybersécurité, mais aussi des aides, par exemple, pour fournir des jeux de test ou des jeux de validation un système de sécurité, de cybersécurité, voire pour faire des exercices. Et là, on est plutôt dans la partie générative, la partie connaissance que va fournir l'IA. Donc vous voyez, à la fois, ça classifie, et à la fois, c'est en capacité de fournir des exemples et d'aider à comprendre son organisation au complet. C'est les deux qu'il faut mettre en perspective, donc aux différents niveaux. Très bien, donc tu as évoqué un mot important, donc c'est la question que je vais poser à Jean-Noël sur tout ce qui est attaque de modèles, donc ce qu'on appelle adversarial model language, des attaques par empoisonnement de données. Donc il y a un certain nombre de biais qu'on peut avoir sur les données pour extraire des informations sur les modèles, des attaques adverses ou de contournement dans ce cas de la défense. Par exemple, s'il y a un EDR qui fonctionne avec de l'IA, est-ce qu'on peut réussir à attaquer l'EDR pour passer outre et attaquer plutôt donc le modèle de l'IA qui lui donc il sera biaisé en quelque sorte sur les données utilisées. Oui, il y a une part d'attaque riposte, mais je dirais en premier lieu, le premier bon sens, c'est tout ce qui est chaîne d'intégration, le fameux pipeline d'alimentation du jeu d'entraînement. Assurons-nous déjà qu'il n'est pas corrompu, qu'il n'y a pas eu des choses introduites dedans, pour déjà s'entraîner sur une base dont on est sûr. Après, il y a aussi les éléments de bruit dont on a parlé. Et pour le coup, on peut aussi entraîner un modèle à lui-même voir les bruits et voir comment il détecte d'aller dans la mauvaise pente et se dire, là pour le coup, j'ai une démarche d'être potentiellement corrompu. Et après, effectivement, sur les autres approches, il y a plein de techniques pour pouvoir justement mieux résister aux attaques. Comment se protéger justement Mais c'est jamais fini. En fait, il y a toujours des attaques sur lesquelles on arrive à se prémunir et d'autres moins. Donc il y a toujours quand même une part de contrôle qu'il faut assurer. Même question pour le général. Donc, comment se prémunir justement contre les attaques adverses sur la partie modèle? Comment on arrive à avoir des modèles sûrs qui ne sont pas corrompus par des données malveillantes, par exemple? Alors, c'est un vrai sujet d'avenir. Ça a été dit. En fait, pendant un temps, on ne travaillait pas beaucoup sur l'authentification, la vérification de nos modèles, de nos données. Aujourd'hui, ça va être le préalable avant de faire autre chose. Et je crois que ça a été dit, mais il faut vraiment qu'on travaille sur est-ce que nos données ont été corrompues ou pas, parce que l'empoisonnement des données, c'est vraiment une capacité d'attaque. Sous les attaques adverses, je le disais tout à l'heure, c'est de rajouter un peu d'aléatoire dans nos systèmes d'apprentissage. Mais là, moi, je fais confiance à la recherche pour avancer et nous aider sur le sujet, parce qu'on n'a pas encore assez exploré cette voie-là, mais c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui est plutôt pertinent et sur lequel il va falloir aller j'ai envie de dire dans les années à venir, mais non, dès aujourd'hui, pour effectivement être capable de contrer ces attaques adverses qui vont être un vrai problème, quoi.
Alors, il y a quand même un bémol, c'est qu'il faut quand même connaître le système. Tant qu'on ne connaît pas le système, c'est difficile de créer ce bruit optimisé. On peut essayer de le simuler. Justement, si on ne connaît pas le système, est-ce que je suis capable d'extraire suffisamment d'informations pour rétro-ingénierer mon système? Ben c'est tout l'enjeu aujourd'hui de cette réversibilité. Est-ce qu'on peut, en envoyant beaucoup d'entrants, en analysant les sorties, exactement, être capable de modéliser l'intérieur? Nous, ça nous intéresse à double titre par rapport aux attaques adverses, mais ça nous intéresse aussi sur l'explicabilité des modèles. Parce que ça rendrait aussi plus explicables les modèles peut-être pour demain. Justement, donc c'est un enchaînement parfait. L'explicabilité de modèles, qu'est-ce que c'est et pourquoi a-t-on besoin de l'IA explicable? IA digne de confiance, comme on le fait, on le met dans la chair. Allez-y. Bon, je pensais pas répondre à cette question-là, mais ça marche ce micro? Donc je voulais juste répondre à la question de la boîte noire et de qu'est-ce qu'il faut pour faire cette rétro-ingénierie. En fait, c'est pas si compliqué que ça, hélas. Typiquement, au labo à Nancy, au Lauria, ce que l'on fait, c'est qu'on construit des attaques adverses et on fait bien mieux que simplement injecter du bruit pour transformer un panneau stop en un panneau 100 km/h. Parce que ça, c'est de l'image. Et finalement, pour de l'image, on voit très bien une image, c'est une suite de pixels. Donc, on voit très bien que si on change quelques pixels, on va pouvoir tromper complètement le système. Et là, comme je ne sais pas si c'était une blague, mais c'est une mauvaise pente pour un gradient qui peut être terrible. Enfin, c'est une blague de geek, ça. Mais là, ce que l'on fait, c'est un tout petit peu mieux dans le sens où on va essayer de tromper un système de type antivirus ou EDR qui se base sur l'IA. Et vous savez, c'est le problème typiquement, donc un antivirus, qu'est-ce que ça fait? Ça va classifier, ça va dire ça c'est bienveillant, ça c'est malveillant, et ainsi de suite. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est démontrer que typiquement, lorsqu'il y a des mises à jour de librairies, des mises à jour de librairies soit propriétaires, soit open source, on est capable d'injecter suffisamment de code fonctionnel qui tourne, donc ce n'est pas du bruit, d'accord, de telle sorte à ce que l'antivirus, ils disent toujours que c'est bienveillant. Donc vous allez mettre à jour votre librairie préférée ou votre software préféré, votre application préférée, et l'attaquant, c'est une sorte d'attaque par supply chain, si l'on veut, il va juste injecter un tout petit peu d'instructions supplémentaires, il va créer quelques backdoors de telle manière à ce que ça reste toujours bienveillant, mais le système, le DR, l'antivirus ne le verra pas. Donc là, on a encore un cran plus loin, et pour ça, on n'a pas besoin d'ouvrir la boîte, on n'a pas besoin de la connaître, on a besoin d'un tout petit peu la tester, mais finalement, on arrive assez vite, alors sur le coup, avec très peu d'exemples, à juste mettre au point le système, et on a des résultats qui sont très probants sur, on va dire, quelques outils qui sont à l'état de l'art, au moins dans le monde académique. Donc voilà ce premier point. Alors après, sur l'IA explicable, c'est une nécessité. Je ne suis pas la meilleure personne pour remplacer, donc je vais passer la main. Très bien. Oui, la même question pour Jean-Noël. Au-delà de l'explicabilité, vous travaillez aussi sur l'acceptabilité. Oui, tout à fait. Effectivement, on est partenaire de la chaire IA digne de confiance qui est portée par l'ENSERB. Et effectivement, il y a derrière le levier explicabilité, il y a l'acceptabilité. Comment ces nouvelles techniques sont acceptables par l'humain. Comment on arrive à lever un peu cette dose de mystère de cet effet boîte noire. Et comment on rend les choses aussi acceptables par rapport aux utilisateurs, les cas d'usage. Donc. Ça marche. Après l'acceptabilité, question de droit aussi. Oui, de droit, et peut-être un mot sur l'explicabilité qui me paraît importante parce que c'est un mot un peu valise en fait d'explicabilité. Et moi j'aime bien entendre les scientifiques parler d'explicabilité parce que le scientifique qui l'explique aux juristes, j'aime beaucoup les juristes. Le juriste est perdu. Il explique aux politiques, le politique est perdu. Donc en fait l'explicabilité, elle doit s'adapter à celui qui est en face et au contexte. C'est-à-dire que moi, quand je monte dans un avion, je n'ai pas besoin de connaître toute la mécanique de l'avion pour lui faire confiance. Donc à un moment, l'IA de confiance, c'est ça aussi. C'est pourquoi? C'est parce que d'abord, ça marche. Pourquoi je prends l'avion en confiance? Parce qu'il ne tombe pas trop souvent, statistiquement. Et l'IA, à un moment, il faudra que ça fonctionne aussi sur ces volets-là. Et un mot sur le droit, parce que ça me paraît essentiel, parce que ça va être le challenge d'avenir dans le champ cyber. C'est la question de l'autonomie des IA est un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a une ligne rouge. On ne veut pas d'IA autonome. L'exemple, c'est le drone tueur. Donc, on ne veut pas de ça. En revanche, dans le champ cyber,
vu la multiplicité des attaques, la célérité des attaques, comment est-ce qu'un humain sera capable de faire face à ces attaques cyber? Est-ce qu'il ne faudra pas des IA autonomes, capables de protéger les systèmes, donc sur l'aspect défensif, mais dès lors qu'il faudrait être sur un aspect offensif, là, il faudrait une validation humaine. Donc, essayer de concentrer cette autonomie sur l'aspect défensif et non pas sur l'aspect offensif. Très bien, merci. Au sein de SPI, est-ce que vous avez ce genre de problématique d'explicabilité, d'acceptabilité, les équipes qui manipulent l'IA, donc les collaborateurs augmentés par l'IA, comment ils appréhendent la chose? Or, pas tant pour ses collaborateurs, mais c'est surtout pour cette chaire de recherche. Effectivement, le premier écueil que l'on a, c'est de travailler avec la réglementation, puisqu'on gère de la data qui concerne, je vous l'ai dit, des hôpitaux, donc avec des sujets extrêmement sensibles et délicats. Ça concerne des individus, c'est l'image de tout un chacun. Et qu'à ce titre, on est obligé d'appréhender. Et c'est une des parties de cette chaire qui est extrêmement prise en termes de temps à y consacrer. Et c'est absolument redoutable. Hein. C'est près de la moitié du temps qui a été consacré à ce jour pour se mettre en conformité, justement, avec cette acceptabilité. Acceptabilité des usagers, des futurs usagers, et de l'usage de cette IA dans un mode prédictif. Okay. Très bien. Je retourne vers toi, Jean-Noël. Donc, en termes de security by design et tout ce qui est donc de la sécurité des objets connectés et de la microélectronique, donc est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'usage et quelles sont vos pratiques au sein du CATI? Oui, en fait, ça part aussi du bon sens, mais effectivement, la sécurité by design commence au niveau du composant et au niveau des cartes électroniques, avec des zones sécurisées, aussi des éléments de type Secure Element qui peuvent aussi apporter de la sécurité forte. Et après, il y a typiquement, avec le monde des IoT, toute la chaîne de connexion vers la plateforme dans le cloud, comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'usurpation d'identité, quel niveau de sécurité on va apporter, et puis avec aussi la disponibilité en termes de ressources, typiquement d'énergie. Si on veut faire de la crypto, il faut un peu plus de batterie que pour faire d'autres systèmes aussi qui peuvent être sécurisés. Donc il y a plein d'éléments et ça dépend avant tout du contexte. Très bien. Donc, Jean-Yves, je reviens un peu sur la compréhension de la menace cyber. Donc on est toujours sur ce sujet. Donc un aspect important, c'est de comprendre le fonctionnement des malwares, et la rétro-ingénierie des malwares est une chose assez importante. Quels sont les travaux actuellement que vous menez et que peut-être ils font appel à l'usage de l'IA? Sur la rétro-ingénierie, donc des programmes malveillants, des malwares en logiciel et liés à l'IA, qu'est-ce que l'on a? C'est surtout essentiellement des outils de classification, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'IA a bien du mal à faire de la rétro-ingénierie qui soit utile aux experts humains. Par contre, ça aide beaucoup à ce qu'on appelle au triage, c'est-à-dire que dans beaucoup d'entreprises, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a beaucoup d'alertes et cela permet donc de réduire le nombre d'alertes qui vont être analysées par des experts, parce qu'un expert humain va prendre un certain temps et s'il en a trop, eh bien, on n'y arrive pas, simplement ça déborde. Donc là, l'IA joue un jeu extrêmement important. Maintenant, je veux aussi rebondir donc, avec l'exposé du général Perrault, parce que c'était très important. Le fait qu'il y a quelques années, effectivement, on parlait tout le temps du métavers, c'était assez amusant. Maintenant, on parle tout le temps de ChatGPT, c'est toujours aussi amusant. Mais dans un an, si je suis réinvité, ce que j'accepterai avec beaucoup de plaisir, parce que moi qui viens de Nancy, il neige actuellement, donc vous voyez, j'ai échappé à ça. On parlera de quoi? Moi, je ne sais pas. Et typiquement, on a des travaux là sur la recherche de clones. Vous allez me dire, c'est quoi un clone? Alors, ça n'a rien à voir avec Star Wars. C'est simplement, vous avez deux applications, est-ce qu'elles sont similaires? Ça revient après, typiquement, au problème des librairies. Vous avez deux librairies, vous voulez savoir si cette librairie-là est similaire à celle-là, mais si celle-là est peut-être légèrement différente, parce que c'est une librairie qui est vulnérable ou qui a une backdoor. Voilà un exemple. Ou alors, si deux programmes sont similaires, parce que s'il y en a un qui est malveillant, si l'autre est similaire au malveillant, c'est que les deux sont malveillants. Vous voyez, une espèce de transitivité comme ça qui est assez intéressante. Donc, le problème général s'appelle le problème des similarités ou du clonage. Aujourd'hui, les solutions les plus en vue sont des solutions chinoises et américaines qui se basent uniquement sur de l'IA, avec des ensembles, pour ceux qui savent, de caractéristiques qui sont très très grands, etc. C'est très bien fait. Et ce que l'on a montré, c'est qu'en gros, ces solutions, elles sont très bien, mais elles sont totalement impraticables, parce que le temps d'apprentissage est extrêmement long,
et ils marchent extrêmement bien sur leur zone d'apprentissage. Ailleurs, ça ne marche pas. Et en réutilisant notre bonne connaissance informatique et mathématique, en particulier la l'analyse spectrale, eh bien, on a développé un outil qui marche tout aussi bien que ceux qui sont basés à l'IA, qui vont beaucoup plus vite et donc qui consomment beaucoup moins d'énergie. Parce que c'est un vrai problème, ça. À chaque fois que vous faites une requête ChatGPT, il y a 3 arbres qui tombent. Il faut le savoir, à peu près. 3, je ne sais pas, peut-être bien plus. Donc, quelque part, il y a aussi tout un champ. Et là, je parle surtout pour les plus jeunes, parce que les plus vieux comme moi, on fait ce qu'on peut maintenant. Mais tout un champ pour les plus jeunes d'exploration, d'imagination. Il faut connaître ces outils d'IA, mais il faut être capable, toujours être en mesure d'aller plus loin. Et il faut peut-être parfois penser un petit peu en dehors de la boîte. Parce que là, ChatGPT, c'est là. Vous pouvez toujours jouer avec, etc. Moi, j'adore ça, mais bon, enfin, voilà, c'est là. Ça existe. Ça va s'améliorer, ça existe. Mais si on veut aller plus loin, il faut penser ailleurs, il faut contourner. Voilà. Et c'est ça le message que je voudrais envoyer là. Très bien, ça nous mène à ma dernière question. Donc, tu peux garder le micro. Quelles sont les opportunités pour les jeunes qui sont en face en termes de compétences à acquérir, en termes d'emploi plus tard, donc dans le domaine de l'IA et de la cyber? Est-ce que la combinaison de ces deux modèles, c'est un avenir? Alors, moi, si je réponds à cette question, mais je ne suis peut-être pas le mieux placé, hein, mes deux voisins peut-être mieux placés. Je pense que dans l'IA et la cyber, moi, ce que je dis à mes élèves et mes étudiants, hein, c'est, en gros, il y a vraiment beaucoup d'opportunités, quel que soit le secteur d'activité où vous voulez aller. Et après, je les mets quand même en garde sur le fait que aujourd'hui, la recherche va très très vite. Le transfert de cette recherche vers des applications, ça va très vite. Encore une fois, l'exemple de ChatGPT, hein, 1 an. Même certains grands groupes doivent dire aux autres, mais arrêtez, on est un peu en retard. Ce qui est effectivement un tout petit peu ridicule. Donc, c'est important d'avoir cet esprit de recherche. Pas forcément faire une carrière de recherche, ça c'est vrai. Par contre, être en capacité de comprendre l'état de l'art, être en mesure de faire de la recherche, alors via des stages recherche, via des thèses, etc., avec des entreprises, avec la gendarmerie, avec d'autres organismes d'État, je pense que tout est faisable. Je veux dire, tout est ouvert. Il faut juste avoir l'envie d'y aller et franchement, n'hésitez pas, on a besoin de jeunes chercheurs brillants, même si après ils travaillent pour les entreprises, c'est pas un souci. En général aussi, vous avez évoqué ce sujet tout à l'heure, donc en termes de carrière, mais en termes d'opportunités, d'emploi, de formation au sein même de vos équipes. Quelles sont rapidement les opportunités que vous voyez en combinant ces deux modèles technologiques, donc le monde de cyber et le monde d'IA? Enfin, objectivement, les opportunités sont sans limite. Moi, si j'ai des jeunes devant moi, si vous voulez faire quelque chose d'utile, rejoignez l'État. Je sais qu'on paye moins, mais on est plus intéressant. Et si vous voulez aller chez les meilleurs, vous savez où il faut aller, ils sont en bleu. Je plaisante. Mais non, les opportunités, elles sont... Enfin, là, on prépare les JO. Les attaques vont se démultiplier encore sur les JO. On n'aura jamais eu autant d'attaques cyber sur les JO qu'on en aura en 2024. Et ceux de 2028, il y en aura encore plus. La problématique de l'information, le rapport que nous avons, nous, à l'information ne sera pas du tout le rapport qu'ont les plus jeunes aujourd'hui à l'information. Et ceux qui ont 5 ans aujourd'hui, mais le rapport à l'information, à la donnée personnelle sera totalement différent. Le rapport à la fiabilité de l'information sera totalement différent. Donc il y a des vraies opportunités sur ces sujets-là sur lesquels vous devez vous engager. Moi, je crois beaucoup à ce qui a été dit effectivement par Jean-Yves Marion, penser en dehors de la boîte. Aujourd'hui, moi, quand j'ai fait ma thèse, je vois des jeunes, des apprentis, font des choses beaucoup plus performantes que ce que j'ai fait en thèse, parce qu'il y a des GitHub à portée de main. Ils utilisent les GitHub. Utilisez les GitHub, mais comprenez ce qu'il y a dedans. Ne soyez pas que des utilisateurs d'outils qui existent. Comprenez ce qu'il y a dedans. Utilisez ChatGPT sur les domaines que vous connaissez. N'utilisez pas là où vous ne connaissez pas, parce que vous subirez. Mais utilisez les outils de votre temps, mais n'oubliez pas le fondement essentiel, c'est de savoir ce qu'il y a dedans. Une fois que vous aurez compris ce qu'il y a dedans, vous serez les rois du monde pour aller où vous voulez, dans le secteur privé si vous voulez, mais si vous voulez faire quelque chose d'utile, rejoignez-nous. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, l'hallucination de l'IA. Jean-Noël, donc est-ce que tu peux nous parler de l'IA qui hallucine, qui nous pond des données fausses
C'est intrinsèque au principe du transformer dès lors qu'il va trouver le mot suivant. À un moment donné, il peut y avoir aussi de la reformulation, mais il peut aussi y avoir de l'extrapolation. Si le général nous dit utiliser l'IA, donc comment distinguer le faux du vrai? Donc après, faut revenir un peu au cas d'usage et aux besoins. Tout le monde n'a pas forcément besoin d'un ChatGPT, même souverain chez lui. Il y a d'autres approches qui existent. C'est quoi le besoin? C'est quoi les données dont on part? On peut travailler sur des bases de connaissances qui peuvent déjà garantir une source de données. Et il y a des modèles d'interrogation type question answering où on va pouvoir du coup s'appuyer sur les données d'entrée et à un moment donné, c'est une spécialisation qu'on a fait dans des modèles Camembert en français, de dire là je n'ai pas la réponse. Plutôt que d'essayer d'extrapoler quelque chose d'imaginaire, on peut savoir quelque chose de vrai. Voilà. Et il y a des techniques traditionnelles un peu de gestion en base de données, de triplé, de contexte, qui fait qu'en sorte après, on peut comme ça avoir des relativement gros volumes de textes sur lesquels on va pouvoir intervenir en base de connaissances et savoir du coup faire le lien entre une question et une réponse et surtout citer la source. Ok, donc c'est GPT sourcé, donc avec les sources. Au sein de SPI, quelles sont donc je reprends la question, hein, les opportunités que vous voyez donc, de cette combinaison des demandes? Merci, elles sont énormes parce qu'en cybersécurité, et je ne parle pas qu'au nom de SPI, c'est tous les acteurs, je dirais, du métier, on est tous en recherche de compétences, d'expertise. C'est vrai que si vous arrivez avec une compétence redoutable en IA, vous marquez des points, vous pouvez toucher aussi bien des domaines de la recherche, et vous allez voir que ça va augmenter énormément, que des domaines de la production en utilisant l'IA pour être ce futur analyste N niveau qui sera augmenté avec une maîtrise complète de l'outil IA. Très bien, donc je pense qu'on a fait le tour de sujet. Donc il reste 2 minutes pour prendre 2-3 questions de la part de l'auditoire. Est-ce que vous avez des questions? Au tout début, vous avez parlé au niveau écologique d'avoir des LLM, plutôt des SLM du coup, des Small Language Models, pour consommer moins du coup au niveau écologique. Mais est-ce que ça pourrait pas apporter un retard au niveau de la cybersécurité par rapport aux acteurs malveillants qui eux utiliseraient donc des LLM qui seront potentiellement plus puissants que des SLM pour réussir à passer devant la cybersécurité et avoir cette longueur d'avance? Oui, peut-être. Après, je pense qu'il y a un vrai choix de société, en fait. Et il ne faut pas forcément... Enfin, moi, je crois qu'à un moment, on doit aussi être maître de notre destin sur ces sujets-là. Peut-être qu'avec des SLM, pour détecter un attaquant, on n'a pas forcément besoin d'être non plus à son niveau. Des fois, il y a des méthodes sur des systèmes de l'IA symbolique, de l'IA experte, qui est encore performante. Donc, il ne faut pas se dire que parce qu'on utilise le truc dernier cri, on n'arrivera pas à le contre-attaquer. Et je pense que, je ne sais pas si les SLM vont fonctionner ou pas, parce que la donnée inférée sera peut-être moins pertinente, mais toujours est-il que c'est des questions aujourd'hui qu'il faut se poser, nous, plus anciens, parce que vous allez les utiliser. Et nous, il faut qu'on se pose la bonne question sur ces sujets-là. Alors oui, c'est possible qu'on sera peut-être un peu moins performant, mais il y aura ce compromis, cet équilibre entre la performance qu'on veut atteindre, qui de toute façon ne fera que s'améliorer, et puis le choix de société qu'on fait. Si je peux compléter et peut-être vous faire rêver ou l'inverse d'ailleurs, aujourd'hui, il y a aussi tous les petits systèmes, tous les objets embarqués. Et eux ont des problèmes d'énergie. Parce qu'effectivement, souvent, ils comportent des batteries. Ces batteries vont pas durer extrêmement longtemps. Or, il faut parfois utiliser des systèmes d'IA pour faire de la reconnaissance. Et là, il y a tout un domaine, à mon avis, de recherche, d'ingénierie, d'innovation sur cette IA qui va consommer moins d'énergie. Je vous donne un exemple qui est un tout petit peu éloigné de la cybersécurité, quoique, si on fait un scénario de science-fiction, vous verrez, voilà, c'est pas très compliqué. Ce sont tout ce qu'on peut utiliser en médecine. Donc, j'ai vu des petites capsules qui sont gros, enfin, dire comme un gros Doliprane, sans marquer de marque, de 1000 mg, là. Vous avalez, et à l'intérieur, il y a des capteurs, d'accord, ça passe dans votre estomac, de telle manière à photographier et pour voir si vous avez ou non des possibilités de cancer. Donc, vous voyez, vous avez de l'IA à l'intérieur, mais évidemment, la batterie, elle n'est pas très grosse, si vous ne voulez pas embarquer 50 grammes de lithium, hein, parce que c'est mal le digérer. Donc, vous voyez la problématique.
Bon, après, vous voyez la problématique de l'attaque aussi. Bien sûr qu'il y a des cas d'usage où on est obligé de vraiment compresser le modèle pour s'affranchir des contraintes énergétiques et de mise en place. Juste pour compléter encore un peu, effectivement, il y a la notion de les modèles, quelle est la cible dans laquelle on veut les faire tourner. Donc on peut avoir cette notion d'IA embarquée, mais même sur des modèles, comme vous l'avez cité, des larges modèles, on peut très bien les quantiser. Et du coup, cette fameuse représentation de courbe de groupe de Gauss avec énormément de points, avec des tranches bien fines, on arrive à faire tourner des gros modèles sur des ressources beaucoup plus limitées et ramener à des cas d'usage qu'on vérifie. Et ça, la performance n'est pas forcément dégradée. Et pour nous, SPI, je peux vous dire que votre question, elle est fortement bien posée parce que la conscience RSE est extrêmement importante. Éviter les dépenses d'énergie, c'est redoutable. Et dans la chaire de recherche, justement, la partie edge computing est parfaitement appréhendée et abordée parce qu'elle nécessite moins de consommation et moins d'énergie. Et c'est un point indissociable de tout élément de recherche aujourd'hui. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup à mes intervenants dans cette table ronde. Merci à vous.